Chapitre 1. D'où vient l'angoisse du choix? Je me suis arrêtée il y a peu dans une épicerie fine de Manhattan pour acheter du fromage pour un dîner. Il y avait là un rayon présentant les innombrables classiques du genre, des spécimens parfaitement affinés. Le moelleux, le bleu, le hollande bien dur, l'anglais grumeleux, le français supérieur aux autres qui réclamaient toute mon attention et incitaient à la dépense. J'étais plongée dans l'embarras du choix. Les mécanismes mentaux de la chercheuse consciencieuse que je suis se sont enclenchés. Je me suis jetée sur les étiquettes. Si ma première erreur avait été d'entrer dans le magasin sans une idée précise du fromage que je voulais, ce fut là ma seconde erreur, car maintenant, non seulement la sélection était d'une ampleur vertigineuse, mais choisir était encore plus complexe du fait de la rhétorique des emballages. Qu'est-ce qui faisait la différence entre tel fromage et les centaines d'autres qui l'entouraient? Chacun chantait ses propres vertus avec précision et sensibilité. Je fus prise d'un étourdissement, et l'odeur du camembert n'était pas seule en cause. Le plus singulier était qu'au lieu de m'agacer de ce tracas inutile que provoquait en moi la nécessité de choisir le bon fromage, cette fois-ci, je me serais estimée heureuse de repartir avec un tartinable ou dont on coupe des tranches fines, par opposition aux variétés crémeuses et fumées diablement appétissantes. Je fus prise de colère contre moi-même et mon indécision. Quels étaient les noms de tous ces fromages grandioses auxquels j'avais goûté auparavant? À quoi bon tout ce temps passé en France s'il ne me restait même pas ce savoir gastronomique minimal? Ma troisième erreur fut de demander conseil au responsable du rayon fromage. Ce personnage, qui rôdait jusque-là avec son tablier impeccable aux couleurs de l'épicerie, les mains soigneusement croisées derrière son dos, se révéla, dans un premier temps du moins, un très fin connaisseur. Mais s'il était manifestement heureux de converser avec moi en endossant le rôle de l'expert, je ne pouvais m'empêcher de soupçonner, à quelques indices et indéfinissables que peut-être son but véritable était purement et simplement d'écouler quelques fromages très coûteux qu'il n'arrivait pas à vendre. Ma confusion de consommatrice avait sombré dans l'abîme du soupçon et du ressentiment. Pour finir, ignorant son conseil et me fermant au chant des sirènes du brie et du cheddar à l'unisson, je décidai de prendre 5 fromages au petit bonheur la chance sur la base de leur apparence alléchante ou de la sonorité intéressante de leur nom. Une anecdote assez bourgeoise sans doute, mais qui illustre bien certaines des raisons pour lesquelles une écrasante profusion de choix peut augmenter notre angoisse et nos sentiments d'insatisfaction. Quand Italo Calvino décrit une expérience similaire, celle de son personnage, Monsieur Palomar visitant un fromager parisien, il présente cette montagne de variétés qui se dresse devant lui comme un dilemme existentiel. L'esprit de Palomar oscille entre des poussées contrastées, celle qui tend à une connaissance complète, exhaustive, et qu'il ne pourrait satisfaire qu'en goûtant à toutes les spécialités, et celle qui vise au choix absolu à l'identification du fromage qui soit le sien, un fromage qui existe certainement, même si lui ne le sait pas encore ne sait reconnaître en lui. Écrasé par cette expérience qu'on ne vit que dans les musées et la connaissance encyclopédique qu'il décerne derrière ce fantastique assortiment, M. Palomar essaie d'abord de mettre par écrit les noms des fromages inconnus, ceux-là même qu'il espère se rappeler à l'avenir, mais finalement, quand il finit par se décider, il choisit quelque chose d'assez ordinaire. La commande élaborée et gourmande qu'il avait l'intention de faire échappe à sa mémoire. Il bégaye, il se replie sur le plus évident, le plus banal, le plus connu par la publicité, comme si les automatismes de la civilisation de masse n'attendaient que ce moment d'incertitude pour le reprendre en leur pouvoir. Pour le héros de Calvino, imaginez l'histoire de chacun de ces fromages, autrement dit le fait que derrière chaque fromage il y a un pâturage d'un verre différent sous un ciel différent, est écrasant. Son choix ultime ressemble donc, dans sa banalité, au geste qui consiste à refermer une encyclopédie pour la seule raison qu'elle contient trop d'informations. Le fromage le plus matraqué par la publicité est en soi consolateur parce qu'il supprime l'incertitude inhérente à la découverte de quelque chose de nouveau. Quand j'ai vécu mon petit calvaire devant le comptoir à fromage, je n'ai pas connu l'angoisse qu'il y a à tenter de percevoir le pâturage d'un verre différent, le ciel différent, tapis derrière chaque fromage. Je me suis plutôt interrogée sur mon propre désir dans les yeux du désir d'autrui. Ce fut d'abord de l'inquiétude à propos du jugement que les autres allaient porter sur le choix que j'aurais fait. J'essayais de deviner quelle sorte de fromage serait au goût de mes amis et quelle variété inhabituelle je pourrais apporter pour pouvoir les surprendre. Pendant ce temps, le regard arrogant que l'homme derrière le comptoir posait sur moi, se réjouissant manifestement de mon défaut de connaissance dans le domaine d'expertise, me mettait très mal à l'aise. Deuxièmement, j'étais angoissée par la perception que j'avais de moi. J'étais en colère contre moi-même au motif que je n'étais pas une consommatrice mieux avisée. Quand toute cette émotion retomba, je réussis enfin à comprendre l'angoisse qu'un de mes amis, un très célèbre professeur de droit, ressent
de son propre aveu lorsqu'on lui demande de choisir le vin dans un restaurant, craignant que les autres convives ou le sommelier rient de son choix. Il commande la plupart du temps un vin très cher et à la fin du nez, il insiste pour payer. Quand on demande aux gens ce qu'il y a de traumatisant dans le choix, ils proposent souvent les explications suivantes. Ils veulent faire le choix idéal, ce qui explique pourquoi ils changent sans cesse de fournisseur de téléphone, par exemple. Ils se demandent ce que les autres penseront de leur choix et quelle sorte de choix les autres feraient à leur place. Ils ont l'impression que personne n'est responsable dans la société en général. Ils se demandent par exemple s'ils veulent vraiment assumer la responsabilité de choisir leur fournisseur d'électricité, si cela doit révéler du choix individuel. Ils ont peur de ne pas effectuer un choix réellement libre, puisqu'ils soupçonnent que d'autres gens, ou même des entreprises avec leur stratégie marketing, ont déjà choisi pour eux. Au cours de ces dernières années, plusieurs livres et articles consacrés au bonheur ont cherché à comprendre pourquoi l'abondance de choix dans les sociétés capitalistes développées n'apportait pas la satisfaction et pourquoi devenir riche ne rendait pas toujours les gens plus heureux. Même si la plupart de leurs analystes développent un discours très fortement critique du système tel qu'il est, ils acceptent cependant le credo de base de la société. Le bonheur et l'accomplissement de soi devraient être nos principaux objectifs. Pourtant, le capitalisme prospère et simplifie sans trop de considération pour ses buts. Dans son roman Bonheur, marque déposée, l'écrivain canadien Will Ferguson joue avec cette idée en imaginant ce qui pourrait arriver si un jour les populations occidentales accédaient au bonheur, à l'authentique bonheur, au bonheur universel. Il décrit une société où les gens sont comme sous hypnose, fascinés par un livre de développement personnel qui fournit un chemin vrai et facile vers l'accomplissement. Le petit livre se répand comme un virus. Tous ceux qui le lisent abandonnent immédiatement leur ancienne vie, commencent à porter des vêtements plus sobres, cessent d'acheter des cosmétiques, se dispensent de recourir à la chirurgie esthétique, annulent leurs inscriptions au club de gym, mettent leur voiture à la casse et donnent leur démission. Partout, les portes des bureaux portent la même pancarte, partis à la pêche. Ces gens qui semblent se réveiller d'un long sommeil débordent de bonheur. Physiquement, ils sont plus détendus, ils sourient tout le temps, leurs moindres gestes sont empreints de grâce et de joie, la sérénité émane de leur être. Mais avec des masses devenues vraiment heureuses, le capitalisme est ébranlé jusque dans tous ses fondements. Les entreprises commencent à s'effondrer comme des dominos. Pris d'une profonde inquiétude, les éditeurs du manuel décident de mettre fin à cette vague de bonheur au nom de leurs actionnaires et de l'oligarchie capitaliste mondiale. Ils partent à la recherche de l'auteur du livre. On ne tarde pas à découvrir que l'écrivain n'est pas un gourou indien, comme l'affiche la couverture, mais un vieillard solitaire qui vit dans un camping. Il s'avère qu'après que la faculté eut posé sur lui un diagnostic de cancer, l'homme a imaginé son livre comme un moyen de gagner un peu d'argent à laisser en héritage à son petit-fils. L'esprit tendu vers cet unique objectif, il n'a rien fait d'autre que de mettre bout à bout à la hâte les principales idées contenues dans les livres de développement personnel existants. À la fin du roman, l'éditeur parvient à convaincre le vieil homme que son ouvrage a fait plus de mal que de bien pour le progrès de la société. Il l'encourage à écrire un nouveau livre donnant les clés d'une existence misérable de telle sorte que le capitalisme puisse connaître une nouvelle éclosion. Le capitalisme a toujours joué sur notre sentiment d'insatisfaction ainsi que sur l'idée que nous serions libres de décider du chemin à prendre dans l'avenir et pourrions ainsi améliorer notre vie. Depuis la fin du XVIIe siècle, le projet des Lumières a exalté l'idée de choix et accouché des concepts modernes de liberté politique, de relation entre l'esprit et le corps, l'amant et l'aimé, le parent et l'enfant. Et le capitalisme, bien sûr, a encouragé non seulement la notion de choix du consommateur, mais aussi l'idéologie du self-made man qui a permis à l'individu d'envisager soudain sa propre vie comme une série d'options et de transformations possibles. L'idée de choix est apparue pour la première fois dans ce contexte sous la forme d'une tentative de marier le besoin de tirer le plus grand parti possible de la vie professionnelle des gens avec la dévotion à des dogmes religieux. C'est dans l'Angleterre du début du XVIIe siècle que parurent les premiers livres destinés à offrir à l'individu des conseils sur la façon d'exploiter autant que faire se peut ses capacités personnelles, de s'enrichir et de réussir dans la vie sans cesser un instant de servir le Christ et d'être utile à la communauté. Pour autant, c'est à Henry Clay, 1777-1852, qui est souvent attribué l'invention du terme de self-made man. Autodidacte lui-même, il fut un des acteurs les plus importants des temps héroïques de l'industrialisation américaine. Par une ironie de l'histoire, Clay était aussi un turiféraire du système américain, l'expression d'usage pour désigner l'organisation d'une économie étatisée dans laquelle, pour reprendre l'objection émise par ses détracteurs, les travailleurs étaient réduits au niveau de primates bien dressés.
Benjamin Franklin chérissait aussi l'idée du self-made man. Il avait la conviction, plusieurs fois réaffirmée, que les hommes qui avaient le mieux réussi dans l'histoire étaient de basse extraction et souvent des autodidactes. Leur personnalité se caractérisait par leur capacité à s'élever au-dessus des difficultés de la vie, à ne jamais manquer de saisir une occasion pourvu qu'elle s'inscrive dans une finalité honorable et digne. L'idéal du self-made man reposait selon lui sur le postulat non formulé que l'enrichissement était le fruit naturel des efforts d'un homme accomplissant ses talents particuliers. Aucun homme ne peut rendre justice à ses facultés, lit-on chez Emerson, sans demander quelque chose de plus au monde que la simple subsistance. Le rêve américain du self-made man du XVIIIe siècle sous-tend les fameuses histoires de fortune colossale bâties à partir de rien, imaginées par Horatio Alger dans la seconde moitié du XIXe siècle, où l'on voit des cireurs de chaussures, des colporteurs, des musiciens ambulants et d'autres déclassés parvenir par leur persévérance à s'extraire des bas-fonds de la pauvreté et à se hisser jusqu'à la respectabilité de la classe moyenne. Ici, être self-made man voulait dire avoir gravi l'échelle du succès. Par-dessus tout, le self-made man échappait aux déterminations des contraintes sociales. Par les seules ressources d'une volonté de faire et d'un travail rude et acharné, il pouvait s'élever au-dessus des conditions sociales et économiques dans lesquelles il était né. Il affrontait le monde avec un appétit illimité de conquête et les obstacles, loin de l'arrêter, ne servaient qu'à le tremper davantage. En affrontant et surmontant l'adversité sur le mode héroïque, un homme pouvait devenir un vrai conquérant de lui-même et de un débat de longue date est toujours d'actualité sur ce que l'État doit à ses citoyens et à ce que ses citoyens se doivent les uns aux autres a connu son apogée au XIXe siècle. La question était de savoir si un individu était tenu de prendre en considération le bien-être général ou s'il pouvait donner libre cours à son ambition. Face aux critiques de l'approche consistant à laisser faire qui préconisait une législation régulatrice et l'intervention active de l'État en matière économique, les partisans du marché libre restaient attachés à la croyance que les bonnes intentions, la droiture personnelle et les lois universelles du châtiment moral assuraient une protection suffisante. Certains livres de ce qu'on appellerait plus tard le développement personnel de la fin du XIXe siècle, remarquables par une forte inflexion religieuse, soulignaient que nul ne devenait self-made man s'il ne disposait de ressources morales exceptionnelles et que le succès était la preuve de ce que ce gisement avait été détecté et exploité. Ils insistaient aussi sur la responsabilité du self-made man au regard du bien-être de son prochain et rejetaient l'idée que le succès extraordinaire d'un homme signifie forcément la déconfiture de tant d'autres. Pour les tempéraments optimistes, donc, un premier triomphe ne faisait jamais couvrir la route à de futurs triomphes, pourvu que l'on ait le cœur pur et les procédés honnêtes. A contrario, des livres d'autothérapie chrétiens, d'orientation calviniste, essayaient de réconcilier le lecteur avec les conditions d'existence qui lui avaient été imparties. De même qu'il y a un nombre limité de places au paradis, expliquait-il, il est impossible que tout le monde accède à ce qu'on appelle la réussite ici-bas. Il y a des gagnants et des perdants, mais la fin mot de l'histoire, c'est que les hommes ne luttent pas les uns contre les autres, ils mènent un combat permanent contre les strates inférieures de leur propre moi. Au tournant du XXe siècle, cependant, le ton de nombreux manuels destinés à aider les hommes d'affaires sur la voie du succès a commencé lentement à changer. L'idée d'éliminer ses concurrents et d'avoir leur peau s'est peu à peu fait jour. Quand un homme essayait de réussir dans la vie, il était embarqué non seulement dans une bataille contre son moi intérieur et ses origines sociales, mais il avait également besoin de se concentrer sur les moyens de clouer au poteau d'autres qui étaient eux aussi lancés à la poursuite du succès. La notion de choix, laissée à chacun de décider de la direction de sa propre vie, était donc liée au principe post-darwinien de la survie du plus adapté, la vie étant perçue comme une sorte de champ de bataille où seuls les plus forts et les plus rusés réussissaient. Le siècle avançant, l'entrée des femmes dans le monde du travail a encore modifié le concept de self-made man. Pouvait-il exister des self-made women? Et si oui, y avait-il encore quelque chose de typiquement masculin dans l'idée du self-made, de se faire tout seul? De nos jours, il n'y a plus de voie royale pour être ainsi le fils de ses œuvres. Dans le monde développé, il n'est pas possible pour un jeune homme ou pour une jeune femme de gravir tout uniment et régulièrement les barreaux de l'échelle sociale et économique. Dès lors que chacun peut considérer sa survie, voire une relative prospérité comme assurée, il conçoit la mission qui lui incombe en termes d'invention de soi. Pour les salariés de notre époque postmoderne, c'est la vie elle-même qui devient une sorte d'œuvre d'art ou une entreprise,
quelque chose à peaufiner, corriger, améliorer, et le succès consiste à son expression la plus aboutie possible. L'idée de choix s'est donc radicalisée. Il n'est rien dans la vie qui ne soit une affaire de décision à prendre soigneusement afin de s'approcher de l'idéal de bonheur et d'accomplissement que la société promeut. Ma vie, ma petite entreprise. L'époque où nous vivons est dominée par un capital impatient, sous les auspices d'un désir constant de dividendes rapides. Mais il ne faudrait pas croire que seules les entreprises et les services financiers seraient mis en demeure de parer tous les risques et maximiser les rendements. Nous sommes tous encouragés à agir comme des entreprises, à planifier nos buts à l'échelle de notre vie, à faire des investissements à long terme, à être flexibles, à restructurer l'organigramme de notre vie et à prendre les risques nécessaires pour accroître nos profits. Un web entrepreneur qui avait construit une énorme affaire pendant la bulle Internet m'a raconté un jour une petite histoire pour me faire saisir dans quelles difficultés il se trouva après l'explosion de la bulle alors qu'il lui fallait limoger de jeunes collaborateurs enthousiastes. Il se rappelait une conversation particulièrement déchirante avec un jeune homme qui, en apprenant son licenciement, parut sur le point de fondre en larmes. Mais il se reprit rapidement, sortit son carnet de notes et demanda à son patron de lui préciser les erreurs qu'il avait commises, dans quel domaine il avait manqué à mobiliser un effort et surtout ce qu'il devait mettre en place pour faire mieux dans son prochain boulot. Ébranlé par l'intensité de réaction, le patron lui répéta avec insistance que ses performances ne laissaient nullement à désirer, mais que le marché avait simplement forcé l'entreprise à réduire ses effectifs. Et le jeune homme d'insister. Il avait besoin de plus de remarques critiques. Sa priorité était maintenant de faire un travail sur lui pour devenir un employé encore meilleur la prochaine fois. Il n'y a encore pas si longtemps, un employé qui se serait fait virer aurait plus vraisemblablement accusé les circonstances extérieures, mais nous sommes aujourd'hui contraints de nous évaluer nous-mêmes et d'analyser les raisons pour lesquelles nous avons échoué à garder notre situation. L'évaluation est l'ultime mot magique de la culture actuelle du travail. Dans les universités britanniques, les enseignants passent la moitié de leur temps à écrire des rapports sur les étudiants, les programmes ou leurs collègues. Dans les entreprises internationales, aux quatre coins de la planète, non seulement les employés sont évalués par leur patron, mais on leur demande encore de s'évaluer eux-mêmes. Le processus constant d'évaluation et de surveillance qui est essentiel à la production industrielle a été internalisé pour servir de méthode aux fins de contrôler notre comportement. Depuis que l'exactitude de l'auto-évaluation est mesurée à l'aune de celle d'un manager ou d'un supérieur, une bonne dose d'angoisse en découle nécessairement. Au lieu d'une implication réelle des individus dans la sphère sociale et politique, plus ils sont isolés, plus ils sont poussés à mobiliser leur énergie autour de la maîtrise de soi. À mesure qu'ils voient se réduire leur capacité à prévoir et contrôler le cours de leur vie, il leur est imposé de plus en plus instamment de tracer leur propre trajectoire, de maîtriser leur destinée et de se remodeler eux-mêmes, en plus des heures réelles passées à leur poste de travail qui ont augmenté de façon spectaculaire. Ils sont censés s'inscrire à des modules de formation permanente et de recyclage en vue de leur adaptation aux nouveaux types de travail, chercher à avoir l'air jeune et en bonne santé et ne jamais vaciller dans la poursuite de ce que peut être en réalité leur vraie vocation. Réussir sa vie aujourd'hui, c'est savoir investir. Non seulement il nous faut apprendre la logique du marché boursier et devenir notre propre conseiller financier, mais nous sommes sommés de nous représenter nos propres vies en termes d'investissement. Cela fait déjà longtemps que l'emploi métaphorique du terme parlant d'investir du temps et de l'attention dans une relation est devenu monnaie courante. Mais maintenant, on nous dit en plus que le temps et l'amour que nous donnons à nos enfants constituent aussi littéralement un investissement. La parentalité est entendue comme un label de qualité des pratiques parentales et supposée produire un enfant satisfaisant, autrement dit capable de nous faire honneur, de réaliser nos propres rêves et aspirations frustrées et de garantir un soutien financier pour nos vieux jours. Telle est la condition sine qua non pour que nous estimions dépenser de façon rentable ce temps et cette attention que nous soustrayons nécessairement à notre temps de travail. Quant aux conjoints et amis, avec eux aussi, nous investissons notre énergie de manière à pouvoir ultérieurement compter sur les réserves émotionnelles que crée ce type de relation. Un célèbre conseiller matrimonial américain, William F. Harley, a défini précisément le modus operandi de ces réserves émotionnelles indispensables à la fabrication d'un compagnonnage optimal. Imaginez un couple dans lequel le mari aime le foot et la femme faire de longues promenades avec son chien.
Un couple intelligent mettra ses économies dans une tirelire émotionnelle tout le temps que la relation est solide. La femme, par exemple, accompagnera son mari voir les matchs, même si elle déteste cela, et le mari s'associera à ses promenades, sacrifiant son plaisir d'être assis devant son poste de télévision. Dans les moments de crise, un des deux partenaires manifestera moins d'affection. Lui ou elle pourra se mettre en colère et cesser d'accompagner l'autre dans les activités qu'ils avaient l'habitude de partager. Les réserves de la banque d'amour commenceront alors lentement à diminuer, jusqu'à s'épuiser, voire passer au rouge. Quand une telle crise se fait jour, la solution est, de l'avis de notre conseiller matrimonial, que le couple se mette en quête d'un conseiller comme lui, qui les aidera à restructurer leur banque d'investissement émotionnel et à remettre leurs fonds à flot. Nul ne peut nier que les mariages fonctionnent mieux si les conjoints passent du temps ensemble et que ce partage requiert parfois des compromis sur des activités communes. Mais l'actuelle culture du conseil s'emploie à peindre l'amour et les émotions comme des éléments de la vie qu'il est possible de maîtriser rationnellement, même s'ils relèvent par excellence du domaine où règnent les pulsions et les sentiments inconscients. On observe de nos jours un désir croissant de maîtriser ces impulsions inconscientes, de trouver un moyen de modifier les sentiments pénibles, de même que de contrôler la nature de l'attirance. En nous imposant toujours plus cette idée que les événements de la vie seraient une simple affaire de choix et qu'il nous reviendrait de décider comment nous voulons vivre, on nous donne à penser que l'amour et la sexualité seraient aussi faciles à gérer que le choix d'une carrière ou d'une destination de vacances. Des magazines et des journaux grand public donnent l'impression que nous devrions être capables d'avoir les relations sexuelles les plus fantastiques et imaginatives et qu'il y a l'infini de nouvelles manières d'enrichir notre libido. Notre propre vie sexuelle semble carrément terne et ordinaire par comparaison avec les idées prédominantes de ce qu'est le sexe selon les médias. Si à l'époque victorienne, le sexe était tabou, on en arrive presque aujourd'hui au point où c'est le fait de ne pas avoir de sexualité qui est tabou. Et les gens, imaginant que monsieur tout le monde aurait le genre de pratique décrit dans les magazines ou à la télévision, gardent le silence sur leurs croyances propres, sur leur propre vie intime. Cette croyance augmente leur sentiment d'insatisfaction tout en alimentant le désir sur lequel prospère une industrie florissante. L'idéologie du choix imprègne dorénavant si profondément notre conception de notre définition de la satisfaction sexuelle que lorsque notre vie amoureuse ne correspond pas aux idéaux culturels vantant des délices éternels et des jeux érotiques illimités avec de nouvelles techniques, nous sommes supposés prendre le problème en main, dépenser du temps et de l'argent à améliorer les choses. Un faux documentaire cocasse, Unscrewed Swede, offre une bonne illustration de cette approche consumériste de la sexualité. Le film suit un jeune couple qui a des problèmes sexuels. Frustrés de ce que leur relation amoureuse ne soit pas comblée sur ce plan, ils décident de faire leur possible pour trouver l'étincelle manquante. Ils commencent par consulter un urologue qui vérifie leur capacité physique à faire l'amour et après une déplaisante batterie de tests, leur donne différents médicaments et crèmes pour remédier au problème. Ensuite, le couple se tourne vers un professeur de tantrisme qui leur enseigne des techniques de relaxation et leur indique des méthodes pour se mettre en contact avec leur moi sexuel profond. Enfin, ils décident d'essayer un thérapeute sexuel qui ne se contente pas d'approfondir verbalement avec ses deux patients leur représentation du sexe, mais veut également observer leur approche physique de la chose. Aussi, le couple est-il installé sur un lit improvisé et encouragé à faire la démonstration des positions qu'ils prennent habituellement quand ils commencent à faire l'amour. Le thérapeute conclut immédiatement que la position de départ, l'homme au-dessus de la femme, est largement trop dominatrice pour elle. Il leur conseille alors de modifier leur comportement dans la chambre conjugale et les encourage aussi à prendre un week-end pour essayer de faire l'amour dans un environnement différent. Oh surprise, cette idée fonctionne et pendant cette escapade, le couple réussit enfin à faire l'amour. Pourtant, à leur retour, ils décident de se séparer. Le film montre bien comment on peut prendre une décision rationnelle pour parvenir à un but, pendant qu'en même temps, inconsciemment, on met tout en œuvre pour ne pas l'atteindre. Une hypothèse serait que le couple ne demeurerait uni et soudé qu'à travers la privation de satisfaction sexuelle ou la quête mutuelle d'une solution, si bien que la réalisation de cette quête s'est révélée peu satisfaisante. Coupables de ce qui nous apparaît comme un relatif manque de satisfaction sexuelle, nous sommes en quête de recettes pour manipuler notre désir ou celui de notre partenaire de façon à améliorer notre vie intime. En même temps, nous essayons d'agir au niveau de nos émotions, puisque là aussi, il faut faire quelque chose. La notion de choix a profondément pénétré notre perception de ce qu'est un sentiment avec l'idée que nous pourrions choisir d'en avoir ou non. Cela est vrai en particulier des émotions douloureuses dont nous essayons de nous débarrasser. Une recherche thématique sur Amazon avec l'entrée colère fournit des dizaines de milliers de résultats de livres traitant de la question.
Un rapide coup d'œil sur les titres les mieux vendus donne l'impression que la colère est un immense problème de la société actuelle. Des manuels sans nombre proposent de nous apprendre à nous en débarrasser. Citons quelques titres d'ouvrages anglo-saxons supposés nous aider à gérer cette émotion. Rebelle. Colère, tu m'énerves. La colère, transformer son énergie en sagesse. Tristesse, peur et colère. Agir sur ses émotions. L'art d'apaiser la colère. Réussir à surmonter la colère et l'irritabilité, votre guide pour aller mieux. Que dit votre colère? Mésestime de soi, culpabilité, jalousie, besoin de contrôle, etc., etc. L'étape suivante est de trouver la sagesse de nos colères, de transformer sa colère et répondre positivement aux émotions, d'aller de la colère qui détruit à la colère qui construit, ou de la colère au pardon, et tout spécialement de prendre bien conscience que la colère est un choix. Introduire l'idée de choix dans le royaume des émotions ne fait pourtant qu'intensifier le sentiment d'angoisse et de culpabilité. Quel que soit le soin que nous mettons à essayer de manipuler nos sentiments de colère avec les techniques que ces livres indiquent, nous serons pour finir, selon toute probabilité, pleins de rage contre nous-mêmes au constat de notre échec à dominer cette émotion pénible. Mais s'il est vrai que la colère semble avoir besoin d'être maîtrisée ou liquidée, nous ne devrions pas oublier que c'est un sentiment nécessaire de ceux qui précipitent le changement social. Toute tentative de défaire les gens de leur colère peut donc être considérée comme un autre moyen de les pacifier et de détourner leur attention des problèmes sociaux pour les diriger vers des soucis de nature individuelle. L'autothérapie. Le succès des livres d'autothérapie s'est bâti sur l'impression, dans l'air du temps, que chacun doit aborder ses émotions de même que l'orientation de sa vie, comme quelque chose qu'il peut choisir. Entre 1972 et 2000, on a assisté, aux États-Unis, à une explosion du nombre de livres publiés sur la question. Pendant cette période, entre 33% et 50% des Américains ont acheté un livre de développement personnel. Le rythme de production s'est accéléré, en particulier vers la fin du XXe siècle. Pour la seule période de 1991 à 1996, le bulletin bibliographique américain a montré une augmentation de presque 100% des publications d'autothérapie. Un chansonnier américain, George Carlin, à qui il n'avait pas échappé que les gens autour de lui cherchaient à transformer leur propre vie en lisant un livre écrit par quelqu'un d'autre, conclut d'un trait d'humour. Ce n'est pas de l'autothérapie, c'est de la thérapie. Les livres d'autothérapie sont généralement conçus pour alléger l'angoisse qui nous étreint quant à notre propre bien-être et globalement à notre position dans la société, et également pour nous indiquer des pistes en vue d'améliorer notre vie. Cependant, ils ont tendance à donner, en référence aux soucis de leurs lecteurs, des explications et des solutions extraordinairement variées. Certains sont empreints d'une profonde croyance religieuse et donc, par exemple, conseillent aux gens de s'en remettre à un pouvoir supérieur quand ils se trouvent confrontés à l'adversité et d'accepter les choses comme elles viennent. D'autres suggèrent que le monde n'existe que sous la forme sous laquelle nous le percevons et qu'il suffit de changer sa façon de penser pour tout changer. Il y a des livres qui décrivent l'esprit comme un ordinateur, un mécanisme qui demande essentiellement à être programmé avec les sentiments et modèles comportementaux adéquats. D'autres croient que tout succès est lié au pouvoir créateur de l'univers. Sakti Gawain, par exemple, explique que le succès matériel se produit quand vous apprenez à écouter l'univers et agir sur lui, et alors l'argent arrive en quantité dans votre vie. Il coule à flot, d'une manière facile, sans effort, aucun, et joyeusement parce qu'il n'y a aucun sacrifice impliqué. Dans les années 70, quand le monde a été secoué par de nombreuses crises pétrolières, l'autothérapie a pris un tournant intéressant. Bon nombre de livres ont commencé à promouvoir les notions de survie, de pouvoir personnel et la nécessité de penser d'abord avant tout à soi. Ils se sont mis à décrire la vie comme un champ de bataille, un jeu dans lequel il fallait la jouer serrée, comme dans une expédition à travers la jungle. Le lecteur étant identifié à un combattant, à un compétiteur, à un explorateur ou à un voyageur sur le chemin d'une grande récompense, qu'il ne devait atteindre le plus souvent qu'à la condition d'éliminer les autres, qu'il s'agisse d'un succès matériel ou spirituel. Les conceptions de la vie comme un parcours du combattant, une foire d'empoigne ou une partie de poker, où seuls les plus forts survivent, étaient liées au message libérateur et dynamisant que nous ne devrions pas nous regarder comme des victimes. L'idée de choix, reprise dans des discussions sur la victimisation et ses caractéristiques, a conduit à penser que l'on pourrait choisir d'être une victime ou un survivant, et que les individus seraient en mesure de décider du regard qu'ils posent sur leur propre souffrance et de ce qu'ils en feront.
Quant au mantra rabâché par des centaines de livres d'autothérapie, selon lequel nous ne pouvons contrôler que nous-mêmes et notre regard sur les circonstances et les éléments négatifs, il a fini par se fondre dans l'idéologie de la pensée positive, qui donne souvent des prescriptions méthodiques et complètes sur la façon dont on peut surmonter nos déboires. Alors que certaines théories de développement personnel promeuvent l'action et le comportement positif, d'autres promeuvent la pensée positive. Les premières entretiennent souvent des attentes irréelles sur ce que les gens peuvent réellement faire, et les secondes font naître de faux espoirs sur les pouvoirs de la pensée. Ces théories jouent chacune à sa manière sur la toute-puissance supposée de l'individu. D'un côté, il y a l'idée d'individus tout-puissants qui, avec leur seule détermination, peuvent changer le monde autour d'eux et donc augmenter leur propre bien-être. De l'autre, il y a un rejet de la réalité en tant que telle et l'affirmation que les individus ont du pouvoir sur la façon dont ils voient la réalité autour d'eux et qu'il devrait même suffire de voir les choses différemment pour les changer. Dans cette époque de crise et d'incertitude, l'idéologie de la pensée positive joue un rôle essentiel pour masquer le besoin de penser à nouveau la nature des inégalités sociales et d'essayer de trouver des alternatives à la façon dont le capitalisme s'est développé. Quand les individus sont induits à sentir qu'ils sont les maîtres de leur propre destin et que la pensée positive est offerte comme la panacée aux maux dont ils souffrent du fait d'une société injuste, la critique sociale est progressivement remplacée par l'autocritique. Le seul hic avec les guides de développement personnel, c'est que manifestement, ça ne fonctionne pas. Malgré un lectorat immense et assoiffé, leur désir de créer une société plus heureuse et mentalement plus saine s'est soldé par un échec. Et c'est là aussi que réside leur véritable réussite. Plutôt que de guérir le malheur, ces livres ont renforcé l'idée que la souffrance était partout. Ils ont attiré l'attention sur nos innombrables défauts et nous ont mis en tête l'obsession de nos propres défaillances. Aussi cherchons-nous toujours plus d'autothérapie. En outre, ce genre de thérapie est l'un des innombrables mécanismes subliminaux qui exacerbent les points douloureux de la psyché individuelle et collective. Ces piqûres de rappel sur les façons dont nous pourrions nous améliorer nous maintiennent dans un sentiment d'impuissance et nous asservissent à notre acharnement à tenter d'aller mieux et de travailler plus dur. Le principe de l'autothérapie repose sur le fait que des gens échouent à combler les attentes qu'ils se sont eux-mêmes créées et ont donc besoin de plus d'aide encore, de plus de livres et de plus de coaching. En d'autres termes, l'autothérapie augmente le sentiment d'insatisfaction et de paranoïa qu'elle est censée chercher à soulager. C'est un marché qui s'auto-alimente. Pour autant que des buts sociétaux plus généraux soient concernés, elle réussit excellemment à fabriquer de la culpabilité et de l'angoisse plutôt qu'à les dissiper, comme l'illustre l'histoire de Jennifer Nielsen, rapportée dans l'introduction. Si la vie est un champ de bataille, alors on doit être tout le temps sur le pied de guerre. Et si les pensées positives modifient la vie dans le sens d'une amélioration, nous devons nous protéger avec une vigilance sourcilleuse contre les attaques des pensées négatives. Et si tout repose sur l'individu, alors nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes si les traitements devaient échouer. Le coaching. Le paradoxe de la promotion du choix comme idée ultime du capitalisme post-industriel réside dans le fait qu'elle a ouvert la voie à toutes sortes de nouveaux services censés aider à gérer la masse écrasante de possibilités à laquelle nous devons maintenant faire face et à restreindre nos désirs toujours croissants. Avoir le choix implique que l'individu a toute latitude pour déterminer la direction de sa vie, mais paradoxalement, il n'a souvent qu'une hâte, celle de renoncer à sa liberté et de partir en quête d'une autorité qui l'aidera à faire le tri entre toutes les options, à la condition cependant de pouvoir choisir à sa guise la dite autorité. La prolifération de coachs en tout genre auxquels nous nous confions temporairement est une réponse à cette demande. Pourtant, si le coach incarne cet autre vers lequel nous pouvons nous tourner pour lui demander la direction à prendre, il est important qu'il ne se présente ni ne se comporte comme une autorité qui demande à être obéie, mais davantage comme une aide bienveillante que l'individu a choisi d'écouter. Le terme de coach, naguère réservé aux responsables de l'entraînement d'athlètes ou d'équipes sportives, en est venu cette dernière décennie à désigner quelqu'un qui peut diriger la vie d'une personne exactement comme un coach de football organise la défense de ses joueurs. Dans le sport, le coach, à la différence de l'entraîneur, est chargé de superviser tous les niveaux de la performance d'un athlète. Il est un mélange de parents, d'amis, de thérapeutes et de pom-pom girl. Pour que la relation entre le coach et le sportif fonctionne, ce dernier doit avoir une confiance totale dans la faculté du coach à juger de ses capacités quel que soit le contexte. Le coach est donc un maître que le joueur choisit librement de suivre. Dans la vie moderne, nous voyons en lui une personne qui saura augmenter notre pouvoir de réussite et nous redonner confiance dans les moments de doute.
Du point de vue du coach, le but principal est de motiver. Le coach répond à l'angoisse diffuse qui fait partie intégrante de la vie contemporaine. Mais l'idéologie du coaching appliquée à l'existence inculte tout entière l'idée que le tourment existentiel et l'angoisse ne sont que l'expression d'un fléchissement de la volonté ou d'une crise de conscience. Le coach ne recherche pas dans l'environnement professionnel de l'étudiant qui le consulte, par exemple, à cause de son angoisse, mais se concentre sur la façon dont l'étudiant peut modifier son comportement. Le but ultime du coaching est de réintégrer l'étudiant dans les rôles traditionnels de producteur et de consommateur. En tant que nouvelle forme de contrôle social, le coaching encourage les individus à travailler, à s'autoréguler davantage et à s'adapter constamment aux changements de la société. Seule la personne capable de se contrôler totalement, de déterminer pleinement son désir, sera en mesure d'accomplir son potentiel et d'atteindre ses objectifs. Sous la férule du coach, l'étudiant apprend que la vie peut être maîtrisée. Mais l'ironie est que cette maîtrise ne lui vient qu'à la condition de se soumettre au coach et d'apprendre de lui la manière de se conformer à son environnement. Ma maison, moi. Parallèlement à cet effort d'auto-amélioration que nous fournissons, il nous faut créer autour de nous l'environnement le mieux adapté à notre existence idéale. Et dans un contexte d'affaiblissement général de notre faculté à changer la société dans laquelle nous vivons, ce que nous tâchons de transformer, c'est notre environnement immédiat, notre maison. L'idée qu'elle serait une extension de la personne a été formulée depuis longtemps, mais s'y ajoute maintenant l'affirmation qu'elle construirait également une partie essentielle du développement personnel de chacun. La maison est presque un être vivant, quelque chose qui acquiert un certain pouvoir sur le sujet humain. Notre maison est perçue comme une prothèse de nous-mêmes, riche de ce potentiel caché d'influencer notre moi créatif. Elle est en même temps le miroir du moi et son incubateur. Vous êtes notre maison. Tel est en substance ce qu'on peut entendre. Ou pour illustrer un autre point de vue sur le rapport des gens à leur maison, ton toit intérieur trouvera à se réaliser dès lors que tu créeras autour de toi l'environnement qui lui convient. Ces deux visions plutôt contradictoires semblent aussi appropriées l'une que l'autre dans le contexte de l'idéologie actuelle de l'espace privé. Le mantra « ta maison, c'est toi » fait cependant reposer sur nous la charge accablante de choisir entre tous les différents meubles, styles et accessoires disponibles de nos jours. La pratique du feng shui, comme tant d'autres formes de coaching, est un moyen de se dégager de la tyrannie du choix dans le domaine domestique en le déléguant à d'autres. Le feng shui, qui signifie littéralement vent et eau, est un art chinois de design intérieur ancestral qui cherche à placer l'individu en harmonie avec son environnement. En organisant l'espace, en le décorant et le meublant correctement, l'individu augmente son chi personnel, ce qui a des effets positifs sur sa santé et crée les conditions optimales pour les relations, la richesse et en général la réussite. En introduisant les principes du feng shui ou feng shui dans votre habitat, vous apprendrez à faciliter la circulation de l'énergie vitale, le chi, et vous apprécierez les surprenants remèdes qui changeront certains aspects de votre vie, suggère un site. Cette ancienne et vénérable sagesse qui nous permet d'optimiser notre destinée par des solutions d'ameublement. Selon le feng shui, si je veux devenir riche, je dois placer dans ma chambre de la fausse monnaie ou un bol de pièces étrangères, en prenant garde toutefois à ce que les toilettes ne se trouvent pas dans la zone qui contribue à la prospérité, sous peine de perdre mes ressources. Une solution est proposée. Garder le couvercle des toilettes fermé. Je dois même surveiller le genre d'image que je mets au mur. Un autre site de feng shui dit « Évitez de mettre des photos de vous prises à une époque où vous traversiez une mauvaise passe. » Par exemple, quand vous étiez étudiant à la fac ou juste après un divorce. Vous pourriez bien vous retrouver dans la même situation. On y trouve aussi le conseil suivant, en forme de casse-tête. Pour chacun des objets de votre maison, qu'il s'agisse de la pendule ancienne qui se trouve sur le dessus de la cheminée, celle qui est cassée depuis 1974, ou la machine à pain flambant neuve que votre mère vous a offerte pour Noël, vous devez vous poser les questions suivantes. Cet objet me rend-il heureux? Est-ce que j'aime davantage ma maison grâce à lui? Cet objet occupe-t-il une place dans mes rêves? Si c'est le cas, feu vert, il reste. Sinon, débarrassez-vous-en. Jetez-le, faites-en don à une œuvre sociale ou organisez un bon vieux vide-grenier. Pourquoi est-il si important de désencombrer? L'auteur donne ici l'explication suivante, gratuitement et bien sûr une explication plus élaborée moyennant paiement. J'ai une fois été appelée en consultation par une femme qui était prise d'une insurmontable dépression chaque fois qu'elle passait du temps chez elle.
Nous nous sommes installés dans son salon et je lui ai demandé de regarder chaque meuble, chaque bibelot qu'elle possédait et de s'interroger sur son ressenti. Il a paru que la cause de son malheur était un vase très beau et très cher qui était posé dans un coin. Le vase lui était resté après un divorce pénible et elle se sentait obligée de le conserver à cause de sa grande valeur. Mais les souvenirs qui lui étaient associés avaient fait de ce vase un trou noir qui captait son énergie chaque fois qu'elle se trouvait dans la même pièce que lui. Faites le tour de votre maison ce soir et observez vos niveaux d'énergie. Je vous garantis que vous serez sidéré par certaines des émotions que vous identifierez comme liées à vos affaires. L'idée que la rationalisation ou le désencombrement de son espace privé serait la voie royale vers la prospérité s'est popularisée sous d'autres formes dans le monde développé. Aux États-Unis, on peut ainsi engager un consultant qui fera l'inventaire de notre vie et la simplifiera, moyennant des émoluments substantiels. Chaque fois que nous sommes tristes ou déprimés, nous devrions donc chercher la solution au rayon ameublement. Est-il vraiment surprenant que cette obsession de redécorer sa maison surgisse pendant une période de récession ? Dans les moments de crise économique, les gens se fient toujours à la télévision et aux conseils qu'on leur donne pour décorer leur maison avec un petit budget, pour la rendre plus séduisante en vue d'acheteurs potentiels et pour pimenter leur vie en apportant des changements à leur appartement, même s'il s'agit seulement d'une nouvelle couche de peinture. Choix et déni. L'idéologie qui promeut le choix avec tant de force requiert paradoxalement une forme de déni, que la psychanalyse interprète comme un mécanisme essentiel par lequel l'individu gère ses conflits intérieurs. Dans le cas des consommateurs, le premier niveau du déni est lié à l'idée qu'il n'y a pas de limite à la consommation et que tout le monde peut y avoir accès. Mais le second niveau implique le besoin de nier le volume réel de ses achats, de les percevoir comme n'ayant pas vraiment eu lieu. Le consommateur effréné se crée donc l'illusion que sa consommation est exonérée de toute conséquence pénible, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de rembourser ses dettes. Il arrive souvent que le consommateur qui traverse des cycles de consommation et de désencombrement, faisant ainsi constamment défaut à la maîtrise de soi promue par l'idéologie du choix, soit assailli par le doute. D'autre part, la profusion d'options conduit facilement au regret. Or, le déni peut l'aider à éviter ces sentiments. Il est intéressant d'observer dans ce contexte comment un client présente sa carte de crédit à la caisse. Les acheteurs riches jetteront nonchalamment leur carte sur le comptoir, démontrant par là la banalité de la dépense qui ne mérite même pas l'ombre d'une hésitation de leur part. Un client plus regardant marque un temps d'arrêt. Quand il tend sa carte, il la regarde, comme si, l'espace d'un court moment, il pouvait la reprendre, comme s'il donnait tout en ne donnant pas sa carte au vendeur. Il se débat contre la conscience pourtant vague qu'il devra un jour payer cette dette. Et pourtant, la plupart du temps, il donne effectivement sa carte et balaie son inquiétude d'un revers de main. Cette réticence à regarder ses dettes en face a été au fondement de notre consommation durant les années qui ont tout droit conduit à la crise financière. Achète aujourd'hui, paie après-demain. Et pendant que les consommateurs apprenaient à jongler avec leur carte de crédit et à remettre à plus tard le moment de faire les comptes, les grandes institutions financières voulaient nous faire croire que le temps de rembourser ne viendrait jamais vraiment. Durant toutes ces années où les consommateurs étaient encouragés à ne payer d'intérêt que sur leurs dettes, on a vu se développer une manière de penser que le psychanalyste français Octave Manoni a résumé par « je sais bien, mais quand même ». Tels les enfants qui, par automystification, continuent à rêver du Père Noël bien au-delà du moment où ils savent en fait qu'il n'existe pas, les consommateurs savent qu'ils doivent de l'argent tout en agissant inconsciemment pour préserver l'illusion que tout ira bien, que leurs dettes seront épongées comme par magie. Cette occultation volontaire ressemble trait pour trait à la manière dont bien des gens affrontent l'idée de la mort. Dans un dossier consacré aux effets de l'effondrement économique, le New York Times a publié une enquête sur les taux élevés de dépression dans les résidences du troisième âge, quand les retraités ont été confrontés à des pertes immenses dans leur fonds de pension. Il planait une atmosphère de deuil. Pour Barbara Goldsmith, une psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des processus de deuil, ces retraités ont de fait vécu une perte irréversible. Leur argent est mort. Comment comprendre que se chevauchent ainsi ces deux expériences apparemment si différentes que sont celles de la mort et de la ruine économique? Le soin que nous mettons à économiser de l'argent traduit souvent notre désir de tromper la mort, ou bien de continuer à vivre à travers l'héritage que nous laissons à nos enfants. Nous rédigeons des testaments qui les maintiennent dans un lien étroit avec nous. Nous voyons dans l'argent une sorte de cordon sanitaire entre la déchéance et nous, comme s'il nous protégeait contre la maladie, l'infirmité, la solitude.
Mais en même temps, c'est pour nous un plaisir sans égal que de le dépenser librement en défiant la mort. Ainsi, l'argent, en termes psychanalytiques, est-il souvent rapporté au stade anal, comme la merde qui suscite en nous à la fois de la fascination et de l'horreur. Comment interpréter sinon cet immense plaisir que nous éprouvons à jeter l'argent par les fenêtres, que ce soit au jeu ou en achetant des choses dont nous n'avons rien à faire? Des psychologues américains qui ont mené une étude sur le comportement des classes moyennes fréquentant les casinos de Las Vegas ont mis en évidence de forts taux de dépression. La plupart des joueurs savaient rationnellement que les casinos sont toujours gagnants et il leur suffisait de faire le bilan de leur propre expérience pour s'en rendre compte. Ils trimaient des heures durant pour gagner de quoi vivre, souvent aux dépens de leur famille ou de leur passe-temps favori. Ils lésinaient sur le moindre produit au moment de faire les courses et préféraient faire des kilomètres pour acheter chez les soldeurs de façon à économiser une poignée de dollars. À Las Vegas, pourtant, ils engloutissaient leur argent dans des machines sans l'ombre d'une hésitation. Mais à la fin de la journée, ils reprenaient leurs habitudes frugales, faisant de longues queues pour se nourrir à moindre frais grâce au buffet à volonté. Ces jeux avec l'argent, de l'épargne à la purge, révèlent l'aura d'étrangeté dont nous l'entourons. D'évidence, l'argent n'est pas une chose vivante et pourtant la manière dont nous le liquidons encore et toujours montre l'étendue de nos soupçons et perplexités quant à son pouvoir. Comme si le jeter soulageait l'angoisse qu'il fait naître. Pourtant, un sentiment de culpabilité nous attaque tout aussi vite au point de réenclencher une thésaurisation obsessionnelle. On retrouve dans le domaine des affaires le même inexplicable balancement entre prudence et prise de risque. J'ai été un jour invité à donner une conférence lors d'une réunion de cadres dirigeants d'une grande entreprise. Les organisateurs m'avaient demandé de tenir des propos optimistes dans la mesure où les auditeurs n'aiment pas entendre quoi que ce soit de négatif. En écoutant les autres conférenciers, j'ai eu l'impression de participer à un culte religieux. On présenta aux grands patrons une charte sur leurs futurs gains à propos desquels tous les indicateurs pointaient vers le haut. L'avenir serait fantastique. Des psychologues évoquèrent les caractéristiques d'un grand chef, et là encore, chaque trait de personnalité trouvait sa traduction en une source de profit accru. L'audience écoutait en transe, puis applaudissant à la fin de chaque conférence comme des supporters dans un stade de football. Le déni était omniprésent. Les dirigeants de l'entreprise évitaient tout ce qui aurait pu casser l'ambiance d'optimisme généralisé. Les participants jouissaient avec une autosatisfaction profonde de l'ivresse de leur succès et ne doutaient manifestement pas le moins du monde de ce que l'avenir leur apporterait la prospérité et qu'ils réussiraient à éliminer totalement leurs concurrents. Il est clair que la génération des baby-boomers s'est épanouie dans l'illusion du progrès, alors qu'en notre fort intérieur, l'idée de l'expansion constante de nos possibilités a surtout intensifié notre angoisse. Plus nous avons essayé de nous convaincre de ce que le choix potentialisait la satisfaction, moins l'exercice de notre faculté décuplée à choisir nous a apporté de réelles jouissances. Choix et angoisse. Les philosophes ont depuis longtemps observé un lien entre l'angoisse et le choix. Pour Kierkegaard, l'angoisse naît directement de la liberté, de la nécessité de faire face à la possibilité de la possibilité. Sartre, commentant ce point, ajoute qu'une personne au bord d'un précipice s'angoisse non de ce qu'elle peut tomber, mais parce qu'elle est libre de se jeter dans le vide. Au-delà de notre ressenti personnel, qui peut être un certain accablement devant les choix de consommation et la pression à changer notre vie en un projet artistique ou une entreprise bien gérée, il nous faut garder à l'esprit que le problème qui se pose à l'heure actuelle n'a rien à voir avec la profusion d'options que le monde développé met à notre portée. Il est plutôt que la notion de choix rationnel, transposée du domaine de l'économie, a été portée au nu comme la seule option que nous ayons. Cette idée, telle qu'elle envahit la société de consommation contemporaine, a déjà suscité des masses de critiques. Barry Schwartz, par exemple, dans son livre « Le paradoxe du choix, pourquoi plus fait moins », donne de nombreux exemples issus de la recherche psychologique qui montrent que les gens exposés à moins de choix sont plus satisfaits. Afin de limiter l'insatisfaction née du déferlement des opportunités offertes aux consommateurs, Schwartz propose différentes formes de maîtrise de soi, suivant le raisonnement selon lequel nous devrions choisir le bon moment pour choisir, sélectionner et non pas grappiller, nous contenter de ce qui est assez bien, prendre nos décisions de manière irréversible, cultiver une attitude de gratitude, avoir moins de regrets, anticiper l'adaptation, contrôler nos exigences, nous abstenir de faire des comparaisons sociales et surtout apprendre à aimer les contraintes.
Paradoxalement, la notion de choix est en fait déjà liée à ces recommandations de maîtrise de soi. Toutes les méthodes et prescriptions pour désencombrer notre vie et notre corps sont basées sur l'idée qu'il nous faut être plus organisés, plus efficaces, mieux nous contrôler. La maîtrise de soi occupe également une place centrale dans les livres qui prodiguent des conseils de vie saine et en particulier dans l'industrie diététique en croissance exponentielle. Des livres grand public tels que Comment les riches mincissent décrivent comment des femmes des quartiers chics de New York, avec lesquelles une américaine moyenne est censée s'identifier, planifient leur vie et en contrôlent totalement les moindres aspects. Le problème pourtant est que celles qui essaient de se façonner un corps de rêve et une vie idéale sont perpétuellement induites à penser qu'elles pourraient faire mieux encore et se créent donc de nouvelles contraintes. L'idéologie du choix paraît de prime abord émancipatrice, dans la mesure où elle repose sur le principe de possibilités multiples. Pour autant, si notre époque d'abondance a renversé les anciennes limites, celles-ci ont bientôt été remplacées par d'autres que chacun se concocte et s'inflige. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que l'on observe un tel glissement dans la nature de l'interdit. Après la révolution sexuelle, par exemple, les mouvements pour un nouveau célibat ont commencé à se faire jour, en même temps que des règles pour les rendez-vous galants, intimant aux femmes de se rendre le moins disponibles sexuellement afin d'augmenter le désir des hommes. Le paradoxe pourtant, c'est que, quels que soient les interdits qu'ils s'inventent, les gens ne peuvent les présenter comme de nouvelles formes d'autocontrainte rationnelle, comme l'explique Barry Schwartz. La psychanalyse nous a montré qu'en général, nul n'agit directement et délibérément pour maximiser son plaisir et minimiser sa souffrance. Chacun sait, le plus souvent rationnellement, que quelque chose lui fait du mal, mais il est incapable d'y mettre un terme, ou bien c'est qu'il trouve une forme de satisfaction dans la douleur. Certaines personnes peuvent affirmer qu'elles veulent davantage de bonheur dans leur vie, mais à un niveau inconscient, elles semblent bien plus attirées par l'opposé. Même si le choix semble être une affaire absolument individuelle, la façon dont les gens choisissent est essentiellement liée à la manière dont ils forgent leurs relations avec les autres et dont ils se représentent dans le regard d'autrui. Donc, il serait exact de dire non pas qu'ils s'inventent, pour ainsi dire, à leur insu, de nouvelles formes de restrictions, mais plutôt que ce qu'ils décident est terriblement forcé par leur perception de que la société juge bon. Ainsi comprend-on mieux pourquoi, paradoxalement, le nouvel individu self-made se façonne en fonction de la culture de la célébrité. Traité comme singulier, il est totalement libre de se créer une identité à partir de zéro, mais il le fait en un modèle populaire, arbitraire, souvent dérivé de la vie d'une star. Ce comportement reflète un changement majeur dans la manière dont on s'identifie avec les idéaux sociaux dans le capitalisme tardif. Et ce glissement s'observe aussi dans la façon dont aujourd'hui on s'identifie à des autorités qu'on se choisit et s'impose, et dont on se perçoit au sein de la société dans son ensemble.